Bienvenue dans Regard Sur, mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous savoir nombreux en train d'attendre notre rendez-vous de chaque vendredi à partir de 20h juste. C'est déjà votre émission qui commence. Le regard de ce soir sera rivé sur un consultant juridique. Il est en même temps cadre du parti Lumumbis. Il s'agit bel et bien du PALU. Il s'appelle Steve Kivuata. Bonsoir, monsieur Kivuata et bienvenue. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Steve Kivuata, vous êtes consultant juridique. Votre consultation se limite au niveau du parti ou c'est ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Consultant juridique, c'est ma profession, mais il arrive qu'au niveau du parti, que l'on puisse utiliser aussi mon expertise dans ces domaines. Dans ce domaine, vous suivez quoi exactement? Quel genre de dossier vous êtes confié? Bon, le consultant juridique dans des sociétés, c'est pour résoudre, donner des avis juridiques, pour élaborer des contrats, comment jouer le rôle d'un avocat conseil, c'est ça le rôle d'un juriste. Mais au niveau du parti... Rédiger des notes juridiques. Rédiger des notes juridiques et même à un certain moment auprès d'un certain nombre de ministres ou des gouverneurs, rédiger des arrêtés, des projets d'édits. On le fait aussi, mais au niveau du parti, on a aussi un certain nombre d'actes juridiques à rédiger, mais il y a aussi des avis à donner dans ces sens-là. Mais en politique, de manière générale, on peut utiliser l'expertise. Au niveau des ateliers, on a joué le rôle de l'assistant du coordonnateur du comité d'organisation du cinquantenaire. Et voilà un peu. Un métier un peu très délicat, hein, il faudrait le dire. Oui, très délicat, qui demande beaucoup de concentration, parce qu'un juriste, c'est un peu comme un architecte guidé. Lorsque vous concevez mal les idées, eh bien, ça peut détruire beaucoup de choses. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, bon, c'est moi qui venais de le dire, que vous étiez du PALU, le parti Lumumbis. Comment se porte ce parti? Le PALU se porte très bien. Le PALU reste uni sous le leadership de son secrétaire général, le patriarche Antoine Gizenga. Et il est dirigé au quotidien par le secrétaire permanent Makina. Il le fait de main de maître, dont le PALU est même prêt pour les différentes échéances électorales. Alors, Monsieur Makina, c'est un nouveau nom. Hein. Hier, on avait connu Makiashi, qui est aujourd'hui dans le gouvernement. Naturellement, il est plus secrétaire général, contrairement à d'autres... Il est plus secrétaire permanent. Il est plus secrétaire permanent, contrairement à d'autres secrétaires généraux, d'autres partis politiques qui continuent en même temps d'exercer ce rôle-là et tout. Aujourd'hui, on peut dire que PALU, c'est un bon élève. Effectivement, généralement au sein du PALU, on dit PALU Mwinda Congo pour montrer que le PALU montre la lumière. Je pense que quand l'ancien secrétaire permanent Willy Makiashi a été nommé vice-premier ministre, il était patent que vu l'incompatibilité notoire, il fallait nécessairement qu'il soit remplacé. Eh bien, le patriarche a mis à sa place un ancien secrétaire permanent d'ailleurs, Monsieur Makina, c'est un ancien secrétaire permanent. Il l'a mis, c'est un révolutionnaire, je pense qu'il a plus de 70 ans. Il a participé à différentes révolutions, même la rébellion du Moulélé. Donc, c'est vraiment un ancien du parti. Alors, le patriarche a placé M. Makina là. C'était suite à une proposition où il était conscient de cela, parce que plusieurs sources affirment que Antoine Gizenga ne tient plus à ses deux pieds lorsqu'il s'agit des désignations ou des réflexions importantes. Il n'arrive plus même à bien réfléchir au regard de son âge avancé. Non, là, ce sont de mauvaises langues, parce que le patriarche lui-même, même quand il démissionnait de sa fonction de Premier ministre, il disait que c'est son corps qui est un peu fatigué, mais son esprit reste en alerte. Et moi, je me dis, jusqu'aujourd'hui, le patriarche joue un grand rôle dans la stabilité au sein du parti. C'est un peu comme les médiateurs dans différents conflits. Et le PALU a encore besoin de lui, et les militants du PALU ont encore besoin de lui. Mais je pense qu'au moment opportun, on pourra organiser un congrès
pour désigner un nouveau secrétaire général. Mais du moment où lui, il est apte actuellement à diriger le parti de main de maître, on ne voit pas l'opportunité de l'organisation d'un congrès. Justement, vous allez organiser ce congrès, ça sera aussi une sorte de réflexion dans le sens de désignation d'alternance, hein, Monsieur Kivuata. Aujourd'hui, comment se porte Antoine Gizenga? Parce que plusieurs personnes affirment qu'il est vraiment sérieusement malade et qu'il serait mourant. Oui, je vous dis que ça, ce sont de mauvaises langues. C'est vrai qu'il peut d'un temps en l'autre consulter son médecin. Moi hier j'étais avec mon médecin, c'est pas pour autant que je fais pas l'émission avec vous. Donc il se porte très bien. C'est lui, c'est vrai, qui donne des instructions, mais au quotidien c'est le secrétaire permanent Robert Makina qui dirige le parti. Donc il n'y a aucun problème de ces côtés-là. Le patriarche est en bonne santé. Alors aujourd'hui, il est en bonne santé, mais vous avez parlé d'un congrès qui doit avoir lieu très très prochainement, hein. D'ailleurs, il faudrait le dire, peut-être. Oui, peut-être, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Oui, c'est vrai, mais il faudrait déjà penser à la personne qui devra remplacer ou succéder Antoine Gizenga. Ce serait qui d'après vous, puisque vous êtes un cadre de ce parti politique? Ça sera le Zidé. Celui qui remplacera le patriarche Antoine Gizenga devra représenter. Succédera ou remplacera? Oui, parce que Joseph Kabila, il a depuis la francophonie, il a donné de la valeur à ces différentes sémantiques. Hein, il faudrait dire remplacer, succéder à quelqu'un, oui. Hein. C'est un jeu de mots. Je pense que prenons votre mot succédera. Celui qui doit succéder au patriarche Antoine Gizenga doit prendre la mesure de la hauteur, plutôt de la stature du patriarche Antoine Gizenga. C'est plus de 55 ans de lutte, c'est une constance dans la politique. Je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter sur le nom. Plutôt, le cadre doit prendre cette mesure-là et savoir que maîtriser le parti pendant autant d'années, ce n'est pas une chose facile. Ils devront plutôt avoir beaucoup d'éthique, beaucoup de sens de responsabilité pour pouvoir maîtriser un aussi grand parti de nationalistes, parce que, comme je vous l'ai dit au début, d'ailleurs vous-même vous l'aviez remarqué, le PALU reste un parti modèle pour la République, et je pense que le peuple congolais a toujours besoin d'avoir un parti de ces gens-là, quoi. 40 ans après sa lutte, il a finalement accepté de faire une coalition avec Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'il continue à soutenir ce régime ou il le regrette? Est-ce qu'on doit parler dans ces sens-là? Moi, je ne crois pas. L'Alliance avait des objectifs. Je pense qu'à l'époque, lui-même, le patriarche Antoine Gizenga a combattu pendant plus de 50 ans pour l'unité nationale. Et à l'époque, vous savez qu'il s'est posé la question de la scission entre le bloc Est-Ouest. Et Joseph Kabila, c'est quand même le fils aussi de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé qui était un militant du parti Balubakat. Et le PALU, c'est la fusion de 4 grands partis. Le parti Balubakat de Jason Sendoué, le PSA d'Antoine Gizenga. Joseph Kabila n'est qu'un fils, hein. Bien sûr, le fils biologique, et il a milité à côté de son père. Je pense qu'entre Bemba, qui était plutôt le descendant des Mobutistes, et Joseph Kabila, le fils d'un nationaliste, c'est vrai, il a milité aussi à côté de son père. Le choix était clair, et je pense que sur les jeux politiques, c'était aussi clair parce que c'est lui qui a accepté facilement que l'on puisse avoir une alliance pour la gestion du pays. Et aujourd'hui, justement, au regard de ce que vous venez d'évoquer, la gestion du pays, comment est-ce que le pays est géré, est-ce que le PALU est-il fier d'avoir soutenu Joseph Kabila? Fier, ça serait trop dire, quoi. On n'est pas dans de relations parfaites. Il y a toujours des choses à redire. Je pense que de temps en autre, il y a des réclamations qui sont faites au niveau du parti. Pour ce qui est du débat entre l'AMP et le PALU, c'est-à-dire de temps en autre, il n'y a pas assez de réunions comme prévu, mais aujourd'hui, je pense que le bilan est plus ou moins satisfaisant parce que nous avions eu ensemble à annuler la dette extérieure, c'était pas facile, une dette qui nous a été léguée par le régime du dictateur Mobutu. Nous avions pu C'était un grand acquis, hein, d'après vous. Ben oui, annuler la dette, c'est un grand acquis. Mais l'héritage le passif était énorme. Parce qu'avec 14 milliards de dollars, on ne pouvait pas résoudre les problèmes économiques du pays. On ne pouvait plus s'endetter. Il a fallu au patriarche Antoine Gizenga et à l'honorable Mouzito de payer 59 millions de dollars par mois.
au service de la dette. Pendant que 59 millions de dollars par mois, ça fait plus ou moins 600 millions de dollars. Donc quand ils avaient un budget de 2 milliards de dollars, c'est 600 millions, plus de 600 millions qui allaient au paiement de service de la dette. Ils ne pouvaient pas résoudre le problème de la population. C'est ainsi qu'à l'époque, le patriarche disait à la population de serrer la ceinture, et par après, l'honorable Muzito disait, terminons la dette, et par après, nous allons construire les infrastructures. Monsieur Kivota, est-ce qu'on peut considérer le point d'achèvement comme le soubassement du début du développement d'un pays, ou on pourrait considérer la stabilisation du cadre macroéconomique comme soubassement? Oui, la stabilité du cadre macroéconomique, ça vient après, non, c'était une des conditionnalités pour atteindre les points d'achèvement. Je pense que cette stabilité macroéconomique a été atteinte avec le patriarche Antoine Gizenga et l'honorable Muzito, parce que c'était une des conditionnalités. Mais en dehors de ça, pour atteindre ces points d'achèvement, il s'est posé à un certain moment 2 contraintes majeures. C'était le programme sino-congolais, et le problème de la firme canadienne de mines, que l'on avait arraché les concessions minières, parce que la Banque mondiale s'est opposée à l'annulation de la dette extérieure. Et il a fallu à l'honorable Muzito un certain nombre d'attitudes en matière diplomatique pour arriver effectivement à ce que le FMI puisse accepter l'annulation de notre dette extérieure. Donc la monnaie était déjà stable, hein, depuis bien sûr, parce que c'était une des conditionnalités du Premier ministre honoraire, M. Muzito. C'est ce que vous affirmez, mais pourquoi il n'y avait pas assez de publicité, hein, comme on le voit aujourd'hui, hein, il faudrait le dire, hein, parce qu'à l'époque du Premier ministre Muzito, on a plus connu la chanson sur le point d'achèvement que sur la stabilisation du cadre macroéconomique. Hein. Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, que la stabilité macroéconomique, ce n'est qu'un moyen. C'est un peu comme quelqu'un quand il est malade. C'est la fièvre. Vous devez résoudre le problème pour stabiliser la fièvre. Mais ce n'est pas l'objectif en soi. C'est-à-dire on ne pouvait pas trop en parler. Parce que nous, on se disait, la stabilité macroéconomique, nous devons l'atteindre pour atteindre l'annulation de la dette extérieure. Et quand on devait atteindre l'annulation de la dette extérieure, c'était un moyen pour nous de nous endetter. Parce qu'en principe, prenons un petit exemple. Vous avez un salaire de 500 $ et vous n'avez pas de maison, vous voulez construire une maison. Si vous mettez 100 $ à côté, vous allez mettre autant d'années, peut-être que pour réunir ne fût-ce que 30 000 $ pour construire une maison. Et le jour où vous allez construire la maison, vous serez tellement vieux que vous pourrez, juste en y entrant, mourir de vieillesse. Mais aujourd'hui, si vous prenez un endettement, par exemple de 30 000 $ et vous allez payer 100 $ par mois, vous allez déjà construire la maison et y habiter le temps de payer la dette, le service de la dette. Donc aujourd'hui, l'honorable Muzito considère qu'après avoir annulé la dette, nous devions en principe entrer dans un autre cycle d'endettement, on va y mais arriver. pour nous permettre de construire les infrastructures et créer une économie nationale. Je pense qu'on va en parler un peu plus en détail. On va en parler un peu plus. On reste d'abord dans la stabilisation du cadre macroéconomique, qui était déjà un acquis, déjà depuis l'époque du Premier ministre Muzito. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on vient de découvrir maintenant, hein, au regard de ce que le gouvernement actuel est en train de nous affirmer, qu'il y a plus la stabilisation du cadre macroéconomique lors de l'installation du gouvernement Matata Ponyo. Aujourd'hui, la question est celle de savoir quid de la continuation justement de cette stabilisation ou du point d'achèvement. Est-ce que le processus économique est-il respecté? Oui, d'ailleurs, nous félicitons le Premier ministre Matata Ponyo de continuer à maintenir la stabilité macroéconomique, mais je pense que là où on n'est pas d'accord, c'est nous pensons que cette stabilité macroéconomique, ça ne peut pas être un objectif. Parce qu'en principe, l'objectif, c'est de résoudre le problème du bien-être social de la population. C'est l'impression aujourd'hui que le gouvernement Matata Ponyo nous donne tous les jours, que la stabilisation du cadre macroéconomique était un grand défi, était un grand objectif, hein, à atteindre. Et aujourd'hui, puisqu'il l'a atteint, est-ce que la continuation du processus économique est-il respecté? Est-ce que chaque
chaque étape apporte quelque chose finalement. Non, ils sont libres. Hein. Je pense que le Premier ministre Matata Ponyo a sa vision de gestion de la République. L'honorable Mosito a la sienne. On ne peut pas les opposer. Vision ou méthode? Chacun a sa méthode. Ça peut être aussi, on peut le concevoir en termes de méthode. C'est peut-être ça. Mais vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, d'ailleurs, quand on annule la dette extérieure, l'honorable Mosito, ni les Palous, ni l'honorable Mosito, ni les Palous ont eu à fêter. Parce que, en principe, nous, on s'est battu pour la démocratie. 50 ans de lutte. Et la démocratie, Abraham Lincoln. Vous n'avez pas fêté, mais c'était quand même une chanson à cette époque-là. Hein. Ben oui, c'était quand même une sorte de mérite. Mais on n'a pas trop médiatisé. Mosito, à cet nom, vous aviez médiatisé, parce qu'à cette époque-là, c'est tous les médias qui parlaient du point d'achèvement, etc. Même dans ses discours, dans les discours de M. Mosito, on ne parlait que de ça. Donc, non, mais on n'en parlait pas autant. Régnier, c'est que vous avez fait à l'époque. Non, on n'en parlait pas autant, parce que ce n'est qu'un moyen. Nous, on se disait, après cette annulation de la dette extérieure, il fallait avoir une autre vision d'endettement, parce qu'on ne pouvait pas concevoir qu'on ait de potentialité, qu'on ne s'est pas transformé en richesse réelle. Mais pour pouvoir, par exemple, exploiter la forêt au niveau de l'équateur, on ne va pas obtenir au même moment l'argent et la forêt. Soit on accepte d'exploiter la forêt et d'avoir l'argent, soit on laisse la forêt à l'État et on accepte qu'on soit pauvre. C'est ça la vision que l'honorable Mosito avait. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les grands problèmes de l'économie congolaise est qu'on n'a pas d'infrastructure entre provinces. Le maïs pourrisse au Bandundu, à l'Équateur, pendant qu'à Kinshasa, ici, on en veut. Donc, je pense qu'il y avait cette vision-là de construire les infrastructures, que ce soit énergétique, que ce soit routière, pour arriver à construire une économie nationale. On va y arriver, M. Kivuata. Il faudrait dire que vous venez de féliciter le Premier ministre Matata Ponyo. Ce n'est pas seulement vous. Aujourd'hui, les FMI félicitent le Premier ministre Matata Ponyo au regard aussi de la croissance économique. Hein. Votre point de vue par rapport à ça Oui, mais la croissance économique, c'est ainsi que nous, on n'aime pas trop communiquer sur ça, parce que la croissance économique, à l'intérieur, on parle de la croissance plus du PIB. Pourtant, le PIB, il y a même à l'intérieur la production des étrangers. Pourtant, les étrangers, leur argent, ils les dépensent à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, dans le PIB, plus ou moins les 41% de production, c'est le secteur minier. Pourtant, les secteurs miniers ont le désavantage du fait qu'ils n'emploient pas beaucoup de gens. Donc l'argent n'y va pas circuler au Congo. Il emploie plutôt des machines qu'il faut amortir. Avec la mise en place du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, aujourd'hui on pourrait connaître une sorte de diversification de l'économie, en dépit du secteur minier. Moi je pense qu'il faut toujours encourager, c'est une très bonne initiative. Ouais, l'agriculture sera aussi un élément majeur, contribuable. Le parc de Bukanga-Lonzo est installé au Bandundu, là où il n'y a jamais eu de problème de production de maïs, de manioc, etc. Donc le problème au niveau de Bandundu n'était pas trop un problème de production, mais un problème d'écoulement de marchandises, plutôt un d'écoulement de produits qui y sont produits. Parce qu'il y a de paysans qui produisent de maïs, de manioc. Donc lorsqu'on met le pacte Bukanga-Lonzo, nous disons bien que nous félicitons et nous encourageons les gouvernements à continuer, mais sauf que tous ces paysans, on a construit plus ou moins une muraille de Chine. Donc ils ne sauront plus écouler leurs marchandises parce que le parc de Bukanga-Lonzo, ça sera un grand concurrent pour tous ces paysans. Mais il faudrait quand même commencer par ça. C'est que le Premier ministre Mosito n'a pas pu faire à son époque. Non, mais le Premier ministre Adolphe Mosito, comme je vous l'ai dit, à l'époque, il y avait une très grande dette à payer, le service de la dette. Mais s'il nous aurait été permis effectivement après de gérer, après avoir annulé la dette extérieure, nous aurions commencé d'abord à organiser le paysan à travers de banques agricoles pour leur permettre de produire, et cet argent allait tourner, circuler au niveau de l'économie nationale au lieu de faire un investissement qui se base un peu plus sur les machines. Pourtant, le
paysans congolais manquent du travail et ils ont un certain nombre de produits à écouler qu'ils ne savent pas écouler. Mais quelques paysans seront aussi engagés. Hein. Regarde les différents hectares qui se trouvent. Voilà. Là, il faudrait dire que c'était une précision donnée par le gouvernement. Heureusement que vous parlez de quelques paysans, mais nous parlons de tout le paysan. Parce que c'est au fait la seule activité rémunératrice à l'intérieur du pays. Donc lorsqu'on amène des industries, on doit savoir que l'argent qui aurait pu profiter aux paysans va profiter aux machines qu'on devra amortir, acheter de machines malheureusement qui ne sont pas construites ici en RDC, sont construites à l'extérieur du pays. Donc c'est de l'argent qui part chez les étrangers. Et en dépit de ce que vous venez de soulever tout à l'heure, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a affirmé que la République démocratique du Congo était un État sans budget. C'est un peu fort, hein, vous ne trouvez pas? Oui, c'est un peu fort parce que ce n'est pas aussi n'importe qui. C'est un ancien inspecteur de finances, c'est un ancien ministre du budget et c'est un ancien Premier ministre. Pourquoi il dit que la RDC est un État sans budget? D'abord, c'est quoi un État? Parce que malheureusement, les gens ne savent pas c'est quoi un État. Les gens pensent que l'État, c'est les pouvoirs centraux. Non. L'État, selon la Constitution, a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les pouvoirs centraux. Le deuxième niveau, c'est les provinces. Et le troisième niveau, ce sont les entités territoriales décentralisées. Dont, à l'RDC, on parle de la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Et en principe, selon la loi relative aux finances publiques de 2011, chacun des échelons de l'État devait avoir un budget. Le budget du pouvoir central existe, c'est lui que présente entre septembre et décembre le Premier ministre Matata Ponyo. Et le province présente aussi, les gouverneurs de province présentent leur budget auprès des assemblées provinciales et les ETD de même auprès des organes délibérants. Maintenant, le budget de l'État, c'est les documents qui devaient réunir tout le budget. C'est ça le budget de l'État, le document qui réunit et le budget du pouvoir central, et les budgets de province, et les budgets des ETD. Depuis 2012, ces budgets n'ont jamais été votés. En principe, le province, après avoir mis ensemble leur budget avec ces deux ETD, devait au plus tard le 20 avril le renvoyer au niveau du pouvoir central, et le pouvoir central au plus tard le 31 mai devait le présenter au niveau du Parlement national, et au plus tard le 15 juin le budget de l'État devait être voté. C'est ça qu'il dit. Donc il n'ignore pas qu'au niveau du pouvoir central qu'on vote un budget, qu'au niveau des provinces qu'il y ait des budgets, et encore au niveau des ETD, mais ce qu'il dit qui n'existe pas, c'est le budget de l'État. Donc je vous ai expliqué, c'est le budget qui réunit le budget de tous les échelons. Mais paradoxalement, comment est-ce que cet État continue à fonctionner normalement au regard de cette affirmation et de ce que vous venez de décortiquer? Effectivement, non. Le budget de l'État a un rôle statistique. L'État va toujours fonctionner, même sans l'existence du budget de l'État. Mais les problèmes vont se poser comment? D'ailleurs, la loi sur la Caisse nationale des péréquations est inexistante jusqu'à aujourd'hui. On demande à ce que le Parlement puisse la voter rapidement. Mais au fait, dans le fonctionnement de l'État, le pouvoir central a un grand rôle. C'est celui de résoudre les déséquilibres entre provinces. Lorsqu'il a le budget de l'État, c'est un tableau de bord. Ça montre au pouvoir central comment les provinces sont en train d'évoluer. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de vouloir installer les nouvelles provinces. On doit se poser la question, par exemple, pour les actifs, comment nous allons les répartir. C'est à travers le budget de l'État et la comptabilité générale de l'État qu'on peut facilement voir que, par exemple, le parc de Bukangalonzo appartiendra au pouvoir central et à la province de Bandundu, ou à l'intérieur de la province de Bandundu, est-ce que ça appartiendra au Kwango, au Kwilu, ou à toutes les provinces, ou à Maindobe aussi. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que le budget de l'État peut permettre. Donc, c'est un tableau de bord, même au niveau de passif, comme nous le disons très souvent. Aujourd'hui, contrairement à l'article 15, il y a beaucoup de provinces qui sont en train de s'endetter auprès d'institutions financières bancaires. Pourtant, il est interdit par l'article 15. Pourquoi? Parce que les banques ont un triple désavantage sur le plan financier de l'État. Premièrement, leurs intérêts, le service de la dette, ça coûte cher, les intérêts. Et deuxièmement, les banques ont un temps de remboursement très court, c'est à court terme. Et troisièmement, les banques utilisent l'argent des autres. Prenons un exemple d'une province
qui s'est endetté auprès d'une banque n'arrive pas à payer sa dette au moment voulu. La banque qui utilise l'argent des autres, à un certain moment, le client vient de prendre l'argent, ils vont trouver qu'il n'y a plus d'argent. D'autres clients vont tout retirer. C'est d'ailleurs même ça la raison d'être de la crise financière internationale ailleurs. On sait que la Banque centrale ne sait pas résoudre un tel problème. Donc ça va créer une crise systémique au niveau de la dette. Mais finalement, un État sans budget, quelles sont les conséquences justement qui viennent confirmer cette approche? Il y en a plusieurs. Par exemple, qu'on dans ne la ressent répartition, pas ou qui qu'on ressent. Oui. Par exemple, aujourd'hui, prenons l'exemple de Bandundu et du Katanga. Aujourd'hui, au Katanga, on donne 549 milliards de francs pour l'investissement. Donc, en termes de rétrocession, crédit d'investissement, on dit c'est ce qui est dans le budget. On ne sait pas si ça arrive. On sait que d'ailleurs les crédits d'investissement sont gérés par le pouvoir central. On lui donne 549 milliards de francs. Mais le Katanga lui-même a quand même un potentiel fiscal assez élevé parce qu'il mobilise 230 milliards de francs. Tandis qu'au Bandundu, à qui on donne 10 milliards de francs, ne mobilise que 34 milliards de francs. Donc, en réalité, pour que Bandundu rattrape la situation du Katanga, il faudra plus ou moins 50 ans. Et chacun de deux Kassai, pour qu'il rattrape la situation... aussi des potentialités de chaque province. Mais potentialités, c'est toujours en mettre entre guillemets parce qu'en réalité, ce sont les anciennes richesses de l'Équateur et des Bandundu qui ont permis à ce qu'on investisse dans notre province. Donc déjà avant, on a très mal réparti les ressources ainsi que le bien. D'où maintenant le problème, c'est quoi? C'est déséquilibre entre Bandundu et Katanga. C'est criant, nous sommes dans un même état. Qu'allez-vous dire si tous les ressortissants des Bandundu allaient se réverser au Katanga? Nous sommes dans un même état, ça ne serait pas interdit. Pourtant, en réalité, si le pouvoir central avait ses tableaux de bord, il allait se dire non, c'est déséquilibre et crions. La Caisse nationale des péréquations sert à résoudre ces genres de déséquilibres. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas voté. Si le pouvoir central avait remarqué une telle chose, il aurait demandé rapidement qu'on vote la Caisse nationale des péréquations. Mais aujourd'hui, l'honorable Mouzito, avec la gymnastique qu'il a pu faire, il a pu démontrer que la Caisse nationale des péréquations, avec les 10% de recettes à caractère national, c'est-à-dire 6 milliards, 10% c'est 600 millions, ça sera insuffisant pour pouvoir résoudre ces déséquilibres. Il a pu démontrer cela. Il faudrait le dire qu'il a fait, c'était une annonce qu'il avait faite à la presse. C'est quelque chose qui constate qui peut aujourd'hui emboîter le pays vers l'émergence, si on peut le dire ainsi. Il est député national. Pourquoi justement on n'est pas faire une sorte de motion d'information au gouvernement de la République? Pourquoi pas au Premier ministre, pour permettre à ce que finalement les choses s'améliorent s'il trouve que les choses ne vont pas? Je pense que ce soit les députés, que ce soit les gouvernements, ils sont dans le peuple. Lui maintenant, il a pris l'option de communiquer avec le peuple. Parce que ce qui est vrai aussi, le peuple est très sous-informé. Aujourd'hui, le peuple, c'est lui qui détient les pouvoirs. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les députés. Tous ces gens-là sont le représentant du peuple. Ils ne peuvent pas prendre toutes les informations au peuple. Je pense que quand ils donnent l'information au peuple, tous ces dirigeants étant dans le peuple, ils seront informés. Pourquoi c'est très important maintenant? Parce que c'est depuis 2010, à travers son ouvrage sur l'installation de nouvelles provinces, défis et contraintes, qu'il tirait la sonnette d'alarme. Il demandait à l'époque, dans son ouvrage de 2010, que pour que l'installation de nouvelles provinces réussisse, il faut nécessairement que rapidement le Parlement vote la loi sur la Caisse nationale des péréquations. Aujourd'hui, c'est plus de 5 ans que ce n'est pas voté. Il a demandé la loi sur la fonction publique provinciale qui allait permettre aux provinces de pouvoir avoir des administrations propres. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les enseignants, les infirmiers, le médecin, les agents au niveau du ministère de l'Agriculture, les chefs coutumiers, qui devaient en principe être de personnel de la province, sont de personnel du pouvoir central. Parce qu'il n'existe pas la loi sur la fonction publique provinciale. Comme les propositions qu'il a faites aux dirigeants, beaucoup plus parce que les documents, l'ouvrage n'a pas été trop vulgarisé, ça n'a pas été respecté. Moi, je pense que c'était vraiment le moment opportun de pouvoir parler au peuple. Alors, puisque toutes ces étapes-là, que monsieur Mouzito, le député Mouzito n'a pas, c'est-à-dire à soulever dans son livre, toutes ces étapes-là n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, il y a la nouvelle loi sur la programmation de l'installation des nouvelles provinces. Doit-on craindre quoi exactement? D'abord, je commencerai par vous dire que même la loi sur la programmation, ça
sa proposition. Parce qu'en 2010, déjà il s'est posé les problèmes d'installation des nouvelles provinces, parce que nous atteignions déjà les 3 ans pour installer les provinces. Et à l'époque, il a considéré qu'on ne saura pas les installer. Lui, il a demandé qu'on révise la Constitution afin de donner cette compétence-là de programmation. Sa proposition de loi contenait toutes ces différentes contraintes. C'était un projet de loi. Un projet de loi qui regorgeait toutes ces différentes contraintes, tous les différents défis, etc. Les procédures à prendre pour justement essayer d'y arriver. C'est plutôt dans son ouvrage. Dans son ouvrage, il propose que l'on mette en place une loi de programmation et il fait aussi une étude sur ce qu'il faudra en termes de finances pour construire les infrastructures dans le futur province. Oui, allez-y, répondez à la question. Et puisqu'aujourd'hui, toutes ces étapes qu'il a proposées n'ont pas été respectées. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Au fait, il est pour ce qu'on appelle l'installation de nouvelles provinces, mais ce qu'on appelle abusivement le découpage, parce qu'en réalité, on ne fait que transformer les anciens districts en provinces, on ne découpe pas. Donc, il est pour le découpage, ce qu'on appelle abusivement le découpage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, prenons l'exemple du Katanga. Le Katanga sera subdivisé en 4. Il y a le Haut-Tanganyika, le Lualaba, il y a le Haut-Lomami et le Tanganyika. En principe, le Tanganyika et le Lualaba, le Haut-Lomami seront plus ou moins pauvres, seront aussi pauvres que les Bandundu. Mais aujourd'hui, on ne les remarque pas. Pour nous tous, nous savons que le Katanga, c'est la province la plus riche. Mais au sein du Katanga, il y a un certain nombre d'inégalités. Donc lorsque ces anciens districts, le Tanganyika et le Haut-Lomami deviennent de province, ça permettra au pouvoir central, dans la perspective de pouvoir qu'on lui donne avec la loi de péréquation, ça lui permettra de résoudre ces déséquilibres. Tandis que les Tanganyika et le Haut-Mami étant dans les Katanga, le pouvoir central ne peut jamais s'imaginer qu'au sein du Katanga, il y a de tels déséquilibres. Donc pour lui, il trouve que c'est une bonne chose. Mais aussi, c'est constitutionnel. Quand on est démocrate, on est légaliste, on ne peut pas s'opposer à la Constitution. Mais tout simplement, il veut qu'on puisse respecter ces différents préalables parce qu'il considère déjà que les 11 provinces n'ont jamais bénéficié de la décentralisation politique. Je vous ai dit, ils utilisent les administrations du pouvoir central. La rétrocession ne leur est pas accordée. Ça veut dire que lorsqu'on va créer d'autres nouvelles provinces, ça sera des provinces coquilles vides, sans compétences réelles. C'est ça Et pourtant, l'un des objectifs, c'était aussi de consolider l'autorité de l'État. Effectivement, mais vous n'allez pas consolider l'autorité de l'État avec des gouvernements sans pouvoir réel et sans argent. Vous allez plutôt rapprocher de gouvernants qui vont commencer à se plaindre à longueur de journée auprès de la population. La population voudrait avoir un peu plus de services sur les plans sécuritaires, même sur le plan alimentaire, mais ces gouvernants seront incapables de résoudre ces différents problèmes. Donc, ça sera plutôt rapprocher la déception de la population. Mais aujourd'hui, que répondrez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si M. Mouzito s'exprime, c'est parce qu'il veut gagner les esprits des Congolais au regard de l'alternance du PALU, c'est-à-dire au regard des perspectives 2016 qu'il voudrait se présenter pour la présidentielle. D'abord, pour qu'il se présente à la présidentielle, je pense que ça, c'est le PALU qui devra le désigner. Non, il n'est pas dans cette démarche-là. Malheureusement, la politique congolaise nous a habitués dans la polémique. Nous, on pense que la politique... En tout cas, au regard de toutes ces conférences qu'il organise, aujourd'hui, il lance les débats, etc. Hier, il était un peu calme, mais à la veille des élections, aujourd'hui, on parle de Mouzito dans presque tous les salons politiques. Pourquoi? C'est à vous de nous répondre. Mais avant, il s'est battu au sein du parti. Je pense que le PALU a eu organisé les ateliers qui n'ont jamais été organisés par un autre parti. Mais le PALU est dans une logique, et lui aussi, l'honorable Mouzito, est toujours dans une logique démocratique. C'est-à-dire la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple qui détient le pouvoir. Mais pour que le peuple puisse mieux l'exercer, il doit être informé. Malheureusement, nous, le politicien congolais, on a donné au peuple l'impression que la politique, c'est le lieu de bataille pour les intérêts personnels. Le peuple devrait être informé. Il faudrait aussi regarder la population qui parle français, qui maîtrise les décisions économiques, est évaluée à combien, et celle qui ne comprend pas. Aujourd'hui, il y a aussi un problème des communications au niveau du PALU aujourd'hui, particulièrement au niveau des démarches de l'honorable Mouzito. Aujourd'hui, quand vous faites des conférences, est-ce que vous
vous invitez des professeurs d'université, vous parlez français avec des mots-clés qu'on ne comprend même pas à peine, et vous développez des sujets économiques que la population ne comprenne pas. Votre cible est-elle la population, ou vous voulez faire des reproches au gouvernement ou faire des leçons au gouvernement? Bien sûr, c'est les deux. Moi, je pense que si vous aviez suivi les ateliers, Oui. pas les reproches au gouvernement, hein, c'est-à-dire informer les élites et informer aussi les peuples, mais pour les reproches au gouvernement, est-ce que c'est aussi faire des mal leçons, tombé? Non, des pas des leçons au leçons. gouvernement. Pas des leçons. Au fait, cet État nous appartient à nous tous. L'État n'appartient ni à la soi-disant majorité, ni à la soi-disant opposition. D'ailleurs, il n'existe ni majorité, ni opposition. Il existe des partis politiques qui ont une vision pour la République. Ils peuvent ou ne pas se mettre ensemble à un certain moment. Non, la démarche, elle est effectivement une démarche d'expliquer à la population le vrai enjeu de la République, parce que la population ne doit plus assister à un jeu d'une opposition qui cherche toujours à discréditer la majorité, et d'une majorité qui ne parle pas de ses vraies réalisations et de vrais problèmes de la République, parce qu'à un certain moment, aujourd'hui, en ce qui concerne les routes, c'est plus ou moins 152 400 km de routes à construire pour réunir les provinces. Et 1 km de route, ça nous coûte $1 million. Et aujourd'hui, on est à combien de routes construites? On a beau faire de visibilité sur le peu que l'on fait, mais on doit expliquer au peuple qu'est-ce que l'on a fait. Mais c'est la majorité nous reste que à vous avez faire. choisi. Vous avez choisi de faire une coalition avec Kabila. Aujourd'hui, c'est Kabila qui construit toutes ces routes. C'est pas Augustin Matata Pogno. Matata Pogno est là pour exécuter la vision de Kabila. Donc, c'est la personne avec qui vous avez choisi de signer des accords aujourd'hui qui n'arrivent pas à construire des routes. C'est ce que vous devez dire. Hein. C'est ce que vous devez dire clairement, monsieur Kiwata. Je parlerai Vous plus ne devez de pas la majorité. Vous ne devez pas jongler avec les mots. Hein. Ok, je parlerai plus de la majorité. Je voudrais Cette pas majorité personnaliser. qui a pour autorité morale Joseph Kabila, Oui. il y a un adage qui dit Et il n'y a qui pas est de en mauvaises alliance avec troupes. le Palou. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Vous Effectivement, le savez. je suis très d'accord avec vous. D'ailleurs, le patriarche a donné un très grand conseil aux militants du Palou. Il leur dit que une structure qui ne sait pas se remettre en cause n'avance pas. Nous sommes dans cette démarche-là. Il faut créer une critique au sein de la majorité. Parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que l'opposition ne crée pas de vrais débats. C'est-à-dire la grande partie de l'opposition. On est plutôt dans des combats pour discréditer, dans des polémiques. Et nous voulons effectivement mettre en place un vrai débat politique, qu'on débatte de la gestion du pays sans injurier, sans faire des attaques personnelles, mais on parle de la gestion du pays parce que c'est ces pays qui nous met ensemble, majorité et opposition. Et de plus en plus qu'on débattra de problèmes réels du pays, les imposteurs dans la politique vont fuir. Ceux qui pensent que pour émerger dans la politique, il faut avoir l'injure facile. Moi, je pense que c'est ça la grande lutte que l'honorable Mouzito est en train de mener. C'est ça la grandeur d'esprit aussi, hein, il faudrait le dire. Les petits esprits ne parlent que d'individus et ne procèdent aux insultes. Monsieur Kiwata, pour clore avec ce sujet de l'économie, une toute dernière question. Vous avez parlé des contraintes à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il faudrait payer d'abord la dette extérieure et ça ne vous a pas vraiment permis de faire tout ce que vous vouliez faire. Mais Augustin Matata Pogno était venu aussi dans des conditions très difficiles, c'est-à-dire il a trouvé la guerre. Il faudrait mettre la fin, c'est-à-dire il faudrait stopper avec la guerre, mais il a pu quand même faire mieux, hein, monsieur Kiwata. Oui, il a eu à faire un certain nombre de réalisations. Mieux que Mouzito ou pas? On n'est pas dans cette polémique entre personnes. Hein. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir comment la République évolue. Nous pensons qu'actuellement, nous tirons la sonnette d'alarme. D'ailleurs, il y a eu une 3e tribune de l'honorable Mouzito qu'il a intitulée Nouvelle province et élections locales égales à la faillite de l'État. Parce qu'il considère qu'en réalité, il y a beaucoup de passifs de l'État. Aujourd'hui, lui, il avait plus ou moins 600 000 enseignants qu'il devait payer. Il n'en payait que 350 000. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a 250 000 enseignants qui prestent pour l'État, mais qui ne sont pas payés, qui ne sont pas mécanisés. En principe, au lieu d'aller dans une démarche de créer de nouvelles provinces et d'aller dans une démarche des élections locales, parce que je vous ai dit que les provinces n'ont pas bénéficié de la décentralisation. Pourtant, la décentralisation au niveau des ETD, c'est une décentralisation de compétences de provinces vers les ETD. Donc, lorsque les provinces n'ont pas bénéficié des compétences ni des ressources, ça veut dire que les ETD, les gens ne vont pas travailler. Pourtant, ces gens-là
quand ils seront élus, ils devront être payés. On devra leur donner de l'argent pour le fonctionnement. Et le budget de l'État n'a pas prévu cela. Et même le budget de 2016 ne saura pas rencontrer ces différents déficits. D'où lui, il ne comprend pas pourquoi on veut créer de nouvelles dépenses à l'État. Un État qui ne paye pas ses factures à la SNEL, même lui, il ne payait pas. Un État qui ne paye pas ses factures à la Régie des eaux. Un État qui ne sait pas retraiter les vieux qui sont dans la fonction publique, qui peuvent laisser de la place aux jeunes. Il ne comprend pas pourquoi on veut créer de nouvelles dettes. Je pense que ça, c'est ça les conseils qu'on donne aux gouvernants, de voir un peu quelles sont les priorités. Parce qu'en réalité... Grâce aussi à l'arrêt de l'évasion fiscale, hein, il faudrait le dire. Mais oui, l'évasion fiscale aussi, aujourd'hui, il y a un gros problème parce qu'on a un PIB de 41 milliards, avec plus ou moins une pression fiscale de 20%. Nous devions arriver déjà à 8 milliards de dollars, pourtant nous sommes à 6 milliards de dollars. Il faut reconnaître que le Premier ministre Matata Ponyo a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir augmenter les budgets de l'État, mais aujourd'hui, par rapport à la pression fiscale qui devrait être exercée, on est vraiment en deçà de moyens qu'on pouvait mobiliser en 2015. D'ailleurs, lui-même, il a été investi par un programme de 48 milliards. Je pense qu'il peut même pas repasser au Parlement. Sur fonds propres ou c'était un budget à mobiliser? C'était un budget à mobiliser. Je pense que c'était beaucoup plus sur fonds propres. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit passer devant le Parlement parce que sur fonds propres en 2015, ça devait être 8 milliards. Il doit passer au Parlement pour leur dire. C'était pas des projections budgétaires, non. Non, c'était le programme, le programme quinquennal qu'il avait investi. Oui. Et il démontrait déjà qu'il devra mobiliser plus ou moins 48 milliards de dollars en 5 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit passer au Parlement parce qu'il y aura sûrement des actions. Est-ce qu'il faudrait faire des calculs? Il faudrait faire des calculs. Toute dernière question. Vous le dites tellement bien, ce dossier. Je n'ai même pas envie de parler d'autre chose. Est-ce qu'il faudrait faire des calculs justement par rapport aux 48 milliards de dollars annoncés comme budget quinquennal, justement par rapport à toutes ces années qu'il a, tous ces différents budgets qu'il a présentés? Il faudrait faire des calculs s'il a pu quand même réunir ça. Effectivement, il faudra faire des calculs. D'abord, ça lui revient à lui de faire le calcul et de revenir au Parlement pour leur dire, voilà, je ne saurais pas réaliser toutes les actions parce que j'ai pensé mobiliser 48 milliards, je ne sais pas les mobiliser. Alors, on peut faire une rectification au niveau du projet. Parce qu'en dehors de ça, d'ailleurs, il y a un grand problème, encore une fois de plus. Lui, il n'a pas été investi dans les cadres de l'exécution des résolutions de concertation nationale. Aujourd'hui, il y a comme un deuxième programme qui s'est ajouté. Donc, je pense qu'il doit nécessairement, ça devient plus ou moins une un deuxième programme d'une manière informelle, mais il reste dans le budget, il faudrait le dire, c'est le même budget quinquennal qu'il a annoncé. C'est à mettre entre guillemets, parce que le chef de l'État a donné à ses nouveaux gouvernements de nouveaux objectifs qui ne sont pas le même que ceux qui étaient inscrits au programme qui a investi le Premier ministre. Donc le budget quinquennal présenté serait annulé? Serait modifié. Serait annulé ou modifié? Modifié. Alors Steve Kivuata, on va parler à présent du processus électoral. Aujourd'hui, l'opposition, une grande partie en tout cas de l'opposition dit n'est pas être prête justement à se présenter déjà au provincial. Comment ça se passe au niveau du Palou? Est-ce que vous avez salué ce calendrier électoral qui aurait plusieurs contraintes mais aussi plusieurs contradictions? Oui, au fait, le Palou avait d'ailleurs demandé à l'époque un calendrier électoral global parce qu'on se disait, on s'approche de 2016. Ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. On est très content. Au niveau du Palou, on est prêt. Je pense que le Palou est un parti des masses qui est organisé du sommet vers la base. Il y a toutes les candidatures. Nous allons y aller. Tout simplement, nous demandons à la majorité et à l'opposition d'y aller de manière apaisée. Parce qu'en réalité, on ne devait pas trop se battre sur les élections. Parce que les élections ne font que investir les gouvernants. On devait toujours se mettre d'accord. Il n'y a pas une élection pour la majorité et une autre élection pour l'opposition. En réalité, le peuple attend plutôt de gouvernants qu'ils résolvent ces problèmes. Ces contraintes-là soulevées, entre autres budgétaires, pensez-vous que le gouvernement serait-il en mesure justement de relever ce défi?
Malheureusement, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je pense que le gouvernement doit rassurer la majorité et l'opposition. S'il ne saura pas les mobiliser, eh bien, il faudra les dire à temps pour qu'on puisse voir comment rectifier les tirs. Donc ça ne serait pas une mauvaise chose. Mais je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, ils ne les disent pas. Je pense qu'ils pensent mobiliser de recettes. Malheureusement, d'ailleurs, je pense que l'honorable Musito l'avait soulevé au niveau de sa troisième tribune. Au niveau du budget, on ne perçoit malheureusement pas les finances qui sont prévues pour les élections. Je pense que peut-être que le gouvernement pourra mobiliser des fonds extérieurs, mais ça demande aussi que dès que ces fonds seront mobilisés, il faudra dès juin faire une loi rectificative du budget pour inscrire cet argent au niveau du budget. Et aujourd'hui, les listes des candidats du PALU ont été déposées déjà à la Commission électorale nationale indépendante ou pas encore? Je ne suis pas porte-parole du parti, mais je sais qu'on est tellement organisé. Vous ne comptez pas vous présenter? Non, moi c'est en 2016. Je veux d'abord aider le parti et servir le parti maintenant. Et Steve Kivuata, aujourd'hui le pays est presque dans une crise d'insécurité. Il y a encore un nouveau groupe composé de Rwandais qui sont en train d'opérer. En ce moment, il y a un affrontement entre les FARDC et ce groupe. Finalement, pensez-vous que c'est une sorte de pression que la communauté internationale serait en train de mettre sur Joseph Kabila, ou c'est quelque chose qu'on connaît de jour au jour, et puis voilà, qui est derrière le Rwanda finalement? Moi, je ne voudrais pas m'hasarder dans un terrain aussi complexe. Tout simplement, je dirais que le grand problème de sécurité pour notre pays est dû au fait que notre armée n'est pas assez forte. C'est vrai qu'elle est en train de fournir beaucoup d'efforts. Elle a réussi à mettre à terre le M23, voilà, elle réussit tous les jours à faire reculer les FDLR. Voilà. Oui. Mais c'est toujours pas suffisant. Je pense qu'il faut de plus en plus équiper notre armée. Il faut lui doter des armes de dissuasion. Mais dans l'entretemps, nous devons être humbles et reconnaître que la MONUSCO joue un rôle très important. Il faudra nécessairement que notre armée puisse travailler des concerts. Mais votre autorité morale, c'est-à-dire l'autorité morale de la majorité présidentielle avec qui vous avez coalisé, je dois toujours vous rappeler cela, parce que c'est une sorte d'attache, ça vous colle à la peau, vous ne pouvez pas s'en débarrasser. Monsieur Kivuata, aujourd'hui, Kabila avait décidé de couper des relations avec la MONUSCO, particulièrement au niveau de leurs actions qui devaient mener avec les FARDC contre le FDLR. Donc vous êtes contre cela? Est-ce que je peux dire contre? Je ne crois pas. Je mets juste un bémol, parce que je pense que le président de la République fait beaucoup confiance à l'armée. Je pense que c'est lui qui est d'ailleurs le chef des armées. C'est pas une mauvaise chose, mais je pense que en tant que lumumbiste, nous voulons un peu être plus ou moins humbles. Nous devons ne pas être en négation de nos faiblesses. Donc on a encore besoin de la MONUSCO, c'est ce que vous venez de dire. C'est évident. La MONUSCO a joué, à travers d'ailleurs la brigade d'intervention, a joué un très grand rôle pour défaire cette brigade d'intervention de la résolution 2098 a fait quoi exactement, monsieur Kivuata? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne suis pas expert militaire, mais vous devez savoir que cette brigade a beaucoup fait en matière de renseignement militaire, et je pense qu'on a toujours besoin en matière d'appui logistique. En matière d'appui logistique, tout ça, vraiment, elle a joué un très grand rôle. Nous ne devons pas être en négation de nos faiblesses. Notre armée est forte, mais ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir sécuriser les 2 345 000 km². Et pour ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, Kabila est sous pression de la communauté internationale suite à ces différentes décisions souveraines qu'il prend de jour au jour, aujourd'hui, la communauté internationale ne veut plus de lui. Voilà pourquoi il est exposé aujourd'hui, il est la cible. Vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes d'accord avec cette approche? Donc, le plus important, je pense que pour le président de la République, il doit être à l'aise lorsque son peuple est avec lui. Ce n'est pas la communauté internationale qui détient le pouvoir, c'est le peuple. Mais au même moment qu'il doit être rassuré du peuple, je pense que
il y a un certain nombre de principes que nous, nationalistes, nous devons respecter. Et lui, il fait partie de cette lignée-là. Je pense qu'il doit maintenir ces principes-là. Ces principes-là, c'est la démocratie. Le principe, c'est les principes de l'état de droit. Il a joué un grand rôle pour que la démocratie puisse s'installer. Du moins, les élections, le pouvoir puisse être donné au peuple de désigner ses représentants. Il doit être dans cette logique-là et être plus rassuré lorsque le peuple est avec lui que lorsque la communauté internationale est avec lui. On va conclure, plusieurs partis de la majorité présidentielle ont donné leur position. Le MSR, le parti de M. Kungu Akumwanza, d'ailleurs, qui a été destitué de son propre parti. Plusieurs cadres même de cette plateforme ont donné leur point de vue. Mais aujourd'hui, le point de vue du PALU sur 2016, serait que Kabila puisse respecter la Constitution, partir en 2016, où il y a des possibilités qui sont prévues par la Constitution qui pourraient justement lui permettre d'élargir le mandat. Je vous ai dit dès le début que je ne suis pas le porte-parole du parti, donc je n'engage pas le parti. C'est bien de fuir la question, c'est plus facile pour vous de vous protéger. Ce qui est important, le PALU l'a dit dans la déclaration du patriarche, que le PALU aurait à présenter ses candidats à tous les niveaux. Donc c'est clair, donc c'est fini pour Kabila avec le PALU? Non, je pense que c'est pas une question de personnaliser. Je pense que le président Kabila... Non, le président Kabila qui demeure une institution, donc on doit le personnaliser toujours. Non, pas le président Kabila. C'est la fonction du président de la République. Non, le président Kabila, c'est lui-même la fonction. C'est-à-dire, lui, la personne Kabila, c'est une institution. Je mets ça entre guillemets, je pensais que c'est moi qui étais les juristes, mais j'ai comme l'impression que on a changé de rôle, mais c'est la fonction du président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Steve Kivuata, vous êtes plus économiste que juriste, j'étais très ravie de vous recevoir. À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivi cette émission qui a été essentiellement basée sur l'économie nationale congolaise. Vous avez quand même pu comprendre quelques éclaircissements. L'émission de ce soir a reçu pour vous Monsieur Steve Kivuata. Il est consultant juridique, mais aussi cadre du PALU. Un grand merci à vous, mais aussi un grand merci à la justice congolaise qui a décidé finalement de libérer pour nous un grand journaliste de ce pays. Il s'agit bel et bien du directeur de la presse congolaise, Monsieur Ngwesh Katot, mais aussi on espère très prochainement de revoir notre excellent et estimé confrère Mike Mkebai. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir de 10h juste, mais aussi sur internet www.dossierDafrique.com, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition Congo Web. Je vous retrouverai vendredi prochain, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.